à des moments tragiques de notre histoire, certains avaient eu une certaine idée de la France, à l'époque. Quand la situation était perdue, on avait capitulé, certains avaient une autre idée de la France et ont décidé de résister. Moi, ce soir, je voudrais vous donner une autre idée de l'Afrique, justement. Et une Afrique qui devrait déjà être comme elle est, c'est ça qui est triste, finalement, enfin triste entre guillemets, tragique quelque part, c'est que ce que je vais vous présenter ce soir devrait déjà être fait. Bon, malheureusement, ça ne l'est pas. Par contre, on va se mettre à imaginer ce qui pourrait être fait pour justement créer les conditions justement du succès de ça. Et je relisais d'ailleurs, je me faisais la réflexion qu'un jour la France c'était l'Afrique. Puisque quand on lit les mémoires de Gaulle, dans l'Appel, c'est la première partie de ses mémoires, où il explique en fait qu'il est parti à Londres, que la France a capitulé, que tous ceux qui s'opposent au régime de Vichy et à la capitulation sont soit remplacés, soit mis de côté ou condamnés. Donc, toute l'Afrique du Nord, par exemple, va rejoindre Vichy, quasiment entièrement. Par contre, en Afrique noire, et en particulier au Tchad, Félix Éboué et puis plein d'autres réseaux, en fait, vont se créer très vite. Et en fait, à un moment donné, la France, ce ne sera plus la France en tant que territoire géographique, ce sera quelques courageux à Londres et l'Afrique noire. Et d'ailleurs, après, De Gaulle va partir relativement vite en Afrique noire, créer déjà le premier pôle de résistance unifié avec l'Afrique noire. Et à ce moment-là, la France est là. C'est quand même, je trouve, c'est-à-dire que ce qu'on a fait subir à l'Afrique ces 30 ou 40 dernières années est d'autant plus scandaleux que de par cette histoire que l'Afrique a joué un rôle fondamental, finalement, dans l'histoire de France. Et c'est marrant, parce que dans ses mémoires, il dit, par exemple, voilà, il y avait le roi de Pologne qui était là. Enfin, la Pologne était juste là parce qu'elle était à Londres, et c'était ça la Pologne, quoi. Il n'y avait plus le pays géographiquement, n'existait plus. Il y avait juste le roi avec quelques sympathisants, quelques résistants, et c'était ça la Pologne. Il y avait toute la Pologne devant les yeux. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous donner encore plus, finalement, d'envie de développer ce pays. Enfin, d'aider à proposer et d'aider à participer à ce que j'appellerais justement un plan Marshall pour l'Afrique. Et donc j'ai procédé en 3 étapes. Donc je vais vous parler d'abord du bassin du Congo. Quel type de projet en fait l'Institut Schiller est en train de proposer et sur lesquels on est en train de travailler avec Solidarité Progrès en France, avec notre mouvement aux États-Unis ou ailleurs. Après, j'irai dans le bassin du Nil et je terminerai avec l'Afrique du Nord, justement, tout le projet Pommier-Roudel, comme on l'a appelé, donc en 3 étapes. Donc ça, c'est des projets qui ont été proposés, vous le verrez, depuis souvent bien longtemps, et sur lesquels nous continuons à travailler. Donc dans le cadre du bassin du Congo, alors je peux voir cette magnifique... représentation artistique du pont entre Brazzaville, République du Congo, et Kinshasa, République démocratique du Congo, avec le chemin de fer, la route, les pipelines, les lignes électriques, la piste cyclable et la voie piétonne. Voilà. Là, on voit les piétons ici, enfin, on voit pas très bien. Il y a une piste cyclable aussi de côté. Donc ça, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est le futur. Bienvenue dans le futur, qui devrait être le présent, voire même le passé, mais donc ça, c'est une représentation artistique d'une chose qui n'existe pas actuellement. Il n'y a pas du tout de pont, là? Non, il n'y a pas du tout de pont, on passe avec une sorte de bateau, un petit bateau classique, mais évidemment, on ne peut pas avoir un vrai développement. Donc, l'idée, en fait, du plan Marshall pour le bassin du Congo a été développée en fait par Monsieur Larouche dans les années 75 à peu près, avec la création à l'époque d'une banque internationale de développement, quand le FMI justement s'est complètement soudoyé et corrompu justement dans cette politique monétariste. Monsieur Larouche a proposé la création d'une banque internationale de développement qui serait une banque de crédit productif justement pour aider ces pays à se développer. Et l'idée du bassin du Congo, en fait, même si ce projet-là est plus récent, beaucoup plus récent, le projet du lac Tchad ou les autres projets dont je parlais sont beaucoup plus anciens. Celui-là est un projet récent qui était présenté pour la première fois en 2010
justement aux institutions de la République démocratique du Congo, après une étude de certains scientifiques, qui sont d'ailleurs des scientifiques qu'on connaît très bien, puisque c'est des gens qui ont donné plusieurs conférences aux États-Unis ou même en Allemagne. Donc ça, c'est un projet récent que je vais vous présenter. Donc l'idée de base, c'est de faire du Congo justement un État-nation souverain et moderne. Donc comme à quoi l'appelait Patrice Lumumba. Donc avec la construction de 9500 km de chemin de fer pour le train à lévitation magnétique ou l'aérotrain. Donc ça, ce sera un choix sur lequel il faudra trancher. Je sais qu'il y a des experts ici. Mais bon, moi, je n'ai pas tranché et je ne pense pas qu'il faut laisser le choix. Donc, couplé à ces 9500 km de chemin de fer, évidemment, se rejoint des lignes d'électricité, transmission électrique supraconductrice, qui également iront le long de ces voies, et le développement suffisant d'électricité. Aujourd'hui, il faudrait pour le Congo environ 100 000 mégawatts qu'on pourrait immédiatement, ou du moins dans un temps très court, créer grâce à des barrages hydroélectriques le long du fleuve Congo et de ses affluents. Donc 45 000, et on verra par la suite, pourraient être réalisés rien que au barrage d'Inga, qui est au sud-ouest de la République démocratique du Congo. Donc le fleuve Congo, pour ceux qui ne savent pas, c'est le deuxième plus grand fleuve du monde, après le fleuve Amazon. Et donc il y a un potentiel, tout simplement, c'est 1200 milliards, je vais vous donner quelques chiffres, c'est important, même si on n'a pas toujours un repère de ce que ça représente. C'est 1200 milliards de mètres cubes d'eau par an, le fleuve Congo, ce qui est tout simplement, tout à l'heure je montrais en comparaison avec d'autres fleuves. Alors, je vais commencer par les chemins de fer, donc pour montrer un peu le type de projets qui sont proposés actuellement. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que j'ai pas une baguette, c'est pas grave. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'état des lieux et les conditions du réseau routier et ferroviaire en Afrique centrale. Donc, réseau routier en Afrique centrale, Angola, Cameroun, Congo, RDC et Tchad. Donc, si on prend la RDC, c'est donc une superficie de 2 300 000 km². Tout le monde voit la RDC sur une carte à peu près ou pas? Ouais. C'est bon, vous regardez là, je peux vous montrer sur la carte là-bas, mais je dois avoir une carte. Donc voilà, donc la RDC ici, 2 300 000 km², route principale en kilomètres 58 000, réseau routier goudronné en kilomètres 2800. Pourcentage de routes goudronnées en pourcent, 4,8%. Donc imaginez, vous avez 56 000 km de routes non goudronnées. Donc la densité routière est de 2,5 km pour 100 km². Alors l'unité normalement c'est kilomètre en kilomètre carré, donc ça fait 0,025 officiellement. Et la France c'est 2. À peu près, 1,77, la densité routière. Donc il y a une différence entre 1,77 et 0,025. Vous donnez un repère chiffré. Donc si vous prenez un pays comme le Tchad, donc, qui est 2 fois plus petit quasiment, vous avez 6000, c'est pas de bêtises, bizarre qu'on peut pas arriver, mais 6200 route principale en kilomètres, 537, il faut rapprocher peut-être, 537 réseaux routiers, tu peux rapprocher ou pas, avancer? Bon, c'est un peu mieux. De toute façon, bon, je vous les donne, c'est juste pour les avoir en image. Donc le Tchad, pour donner un autre repère, route principale, donc 6200, 537 réseaux routiers goudronnés en kilomètres, pourcentage de routes goudronnées 9,
Voilà, ce qui fait 0,5 en fait, de densité. Donc là, vous avez 2,5, là, vous avez 0,5. Imaginez par rapport déjà à la France, sachant que le Tchad, c'est un pays qui fait à peu près 2 ou 3 fois la France. 3 fois. Et il y a 6 fois moins de personnes, donc 10, 11 millions d'habitants actuellement. Voilà. Donc au niveau ferroviaire, bon, vous avez 5138, dont 991 km électrifiés, déjà actuellement aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils sont en arrêt quasi complet depuis les 4 à 5 dernières années, et que la plupart ne marchent tout simplement plus à cause des conflits en fait, qui sont très, très présents là-bas. Donc ça, c'est pour donner un petit peu une idée de l'existant. Et si on regarde justement par rapport au projet qui a été proposé et présenté dernièrement, voilà, vous avez cette carte. Où vous avez en fait en noir continu, vous avez les trains existants actuellement qui ne fonctionnent pas pour la plupart, et en pointillé, par exemple ici, vous avez toutes les lignes qui sont proposées justement dans ce plan Marshall, un plan Marshall pour la République démocratique du Congo, pour l'instant, on reste dans ce qui est un des plus grands territoires d'Afrique centrale. Donc, un des premiers projets qui est proposé, d'ailleurs la Chine s'est proposé de le construire dernièrement, il faut le savoir, ce n'est pas encore en cours, mais c'est sur, disons, la proposition a été émise et des gens y réfléchissent. C'est sur la ligne, le corridor de développement Ilebo-Zakania. Vous avez Ilebo qui est ici, et vous avez Kinshasa ici, hein, et là, vous avez l'Angola au sud, le Cameroun ici, et la Centrafrique ici. Donc vous êtes à Ilebo ici, donc Ilebo-Zakania, c'est toute cette ligne-là. Ça va jusqu'en bas comme c'est ici. Zakania est ici, si vous voyez, ici. Voilà. Donc ça, c'est une ligne qui fait 1600 km, et en fait qui ferait partie de ce corridor-là. N'est pas tracé justement entre le port de Matadi ici et la capitale, donc Kinshasa. Donc, une des premières choses qui a été proposée évidemment, c'est de relier Kinshasa ici à Ilebo, donc ce qui fait 600 km je crois, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais vous dire ça exactement. 650 si je ne m'abuse. Oui, c'est là. Je ne sais plus où c'est le chiffre. Enfin, peu importe, je ne vais peut-être pas vous donner tous les chiffres de toute façon, mais bon. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier axe. En fait, il faudrait tout simplement, donc, de Zakania ici, refaire complètement, en fait, sur les 1600 km, refaire complètement, parce qu'il faut savoir qu'en plus, les écartements de rails qui sont ici ne sont pas les mêmes que ceux qui sont ici. Et donc, il y a des différences en fait, dans l'écartement des rails, puisqu'il y a des standards internationaux, nationaux, en fonction de si c'était les Britanniques qui étaient là ou si c'était les Français, ce n'étaient pas les mêmes rails, donc ce n'étaient pas les mêmes technologies. Et aujourd'hui, il y a des problèmes sur lesquels en fait, ces ingénieurs-là ont réfléchi, c'est justement la refonte complète, parce que non seulement il y a beaucoup d'endroits où il faut faire complètement le chemin de fer, parce qu'il n'existe pas, il faudra également refaire l'ensemble des autres sur les mêmes critères. Ça, c'est la première chose. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de machine parce qu'ils passent à travers la jungle. Parce qu'au Congo, Brazzaville, ils ont des gros problèmes justement. Ils ont plein de lignes ferroviaires qui ne marchent plus parce qu'ils n'ont pas assez de monde pour lutter contre la jungle. Parce qu'il y a des passes à travers la jungle. Ils n'ont pas de machine, ils n'ont pas de. De toute façon, là, il faudra des investissements en machines-outils assez conséquents. Ouais. On y reviendra. Donc ça, c'est un des premiers axes. Après, il y a d'autres axes, par exemple, comme Ilebo, et justement jusqu'à Bukavu, qui sont ces axes-là qui sont fondamentaux, donc justement de Ilebo ici, toute cette région-là,
qui n'est pas du tout, finalisé, donc ça n'existe pas cette ligne. Vous pouvez le voir ici. Donc ça fait partie du deuxième plan, du deuxième aménagement qu'il faudra faire dans les médias. Justement, créer dans cette zone-là, qui est une zone justement très dense en conflit, de par la situation de non-développement. Donc ça, c'est un des deuxièmes projets. Après, vous avez la ligne Kananga-Kalemi, ici. Donc ça, c'est Kalemi ici. Là, vous avez Kananga qui est ici. Il faut savoir que dans ces endroits-là, souvent, c'est très difficile d'accès, mais il y a des aéroports. Il y a beaucoup d'aéroports au Congo, Kinshasa. Donc voilà, ça c'est une troisième ligne ici, qui n'est pas faite. Qui va se prolonger jusqu'à Kinshasa derrière. Vous avez Kamina Buta par la suite. Donc ça, c'est toute cette ligne qui est là. Donc, Kamina, c'est ici. Donc il y a une partie qui est faite ici, jusque-là, mais tout ça, ça n'est pas fait. Buta, c'est ici. Là, vous avez toute cette ligne-là qu'il faut entièrement refaire. En partie, vous avez d'autres lignes, évidemment, vous avez cette ligne ici, voilà, qui va de la Zambie, en fait, dans le sud au nord de la Zambie, et qui peut remonter sur toute la côte de la Tanzanie, revenir sur cette région-là jusqu'ici, à Aru. C'est Aru. Ça, c'est des zones extrêmement riches en tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a très peu de développement. Et enfin, dernière ligne, il y a des lignes également dans ce sens-là. Ici, de Kinshasa vers le nord, ici Zongo, puis après Bangui, donc, qui est la capitale de la Centrafrique. Là, vous avez déjà un développement intérieur intégré en forme de boucle, quelque part, qui peut être fait relativement, je dirais pas rapidement, mais si on les fait tous en parallèle avec tous les gens là-bas qui n'attendent que ça de trouver du travail, c'est des choses qui peuvent être faites dans une période de temps plutôt spectaculaire, je pense, si on met tous les moyens nécessaires. Même si évidemment il y a le problème de la forêt qui sont denses, il y a quand même des choses. Je peux me permettre une question? Ben, allez-y, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites, enfin qu'est-ce qu'il faut, c'est vrai, de l'environnement? Parce que si ça continue comme ça, on saura plus ce que c'est qu'un éléphant. Pour ça, les éléphants s'en foutent. Bah non, on s'en fout pas de l'éléphant. Non, précisément. Je suis désolée. Oui, mais j'ai pas dit ça. Autant l'humanité a tous ses droits. Mais là, il y a une espèce de mémoire fantastique. Voilà ce qu'il y a. Alors, est-ce qu'on peut passer des... Pour l'instant, le fait qu'on n'ait pas la culture suffisante pour développer ces pays-là fait qu'on a la même culture qui est en train d'exterminer la plupart des animaux qui sont importants sur cette planète. C'est pour ça que la chose ne peut pas être vue séparément, en fait. Mais bon. Oui. Ça, juste pour vous montrer, c'est la... Ça, c'est la somme justement de tout ce qui fait partie de ce projet. Donc ça, c'est ce qui existe, hein, c'est ce que vous avez vu en noir. Okay. Ça, c'est les lignes qui sont existantes. Donc il y a déjà 4000 de lignes existantes, mais qui sont à rénover en fait. À rénover critères, je dirais, pour l'ensemble du réseau. Et ça, c'est tout ce qui est proposé dans le projet actuellement, donc, qui équivaut quasiment à la même chose, c'est-à-dire encore 4000, ce qui nous fait un total de 9500, disons 10 000 km, en gros, en termes de développement ferroviaire immédiat à lancer pour le bassin du Congo. Ça, c'est une chose immédiate et fondamentale à faire, pour le transport justement des passagers, mais aussi le transport des marchandises. Parce que tous les autres projets qui vont se greffer sur cette plateforme infrastructurelle, tous les projets qui vont être greffés dessus vont nécessiter le transport de machines-outils, de biens, de matières premières, etc. Donc il y a toute une plateforme qui doit s'organiser au fur et à mesure comme un bébé qui va naître. Hein. Les colonnes vertébrales qui se développent, puis les organes et tout. Enfin, il y a toute une plateforme qui se met en place pour donner à l'être humain la pleinement capable de réfléchir. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un sens déjà de la plateforme d'un point de vue ferroviaire. Donc les 9500 km qu'il faut créer. Donc, je vais juste vous montrer comment ça peut donner.
Donc ça c'est pareil, c'est une réalisation qui a été faite, une réalisation disons plutôt artistique, quoi. Des fonctionnalités, la ligne justement entre Ilebo et Bukavu, celle que j'ai montrée, qui va du centre, près de Kinshasa, vers toute la région des lacs, la région des Grands Lacs, le Burundi et ces pays-là. De là, on pourrait sûrement voir justement les animaux. Mais ça ne détruit pas la forêt, vous savez. Si vous regardez la largeur que ça c'est, par exemple. Parce que le problème, c'est qu'on a été un petit peu, vous voyez, disons, on a une proportion qui est un peu faussée quelque part, parce que si vous regardez par exemple la France, il y a des routes quand même relativement partout, avec des densités très importantes, et si vous survolez la France, par exemple, en avion, ou si vous la parcourez en voiture, c'est très sauvage. C'est pas beaucoup civilisé si vous regardez la zone du sud. Plus c'est un des pays le plus boisé d'Europe, donc il y a une faune d'ailleurs, il y a trop de faune actuellement. Le problème avec des sangliers partout, j'entends des rapports de mer qui sont attaqués par les sangliers tous les jours. Les ours sont dans les Pyrénées, les loups, ça devient la jungle, parce que c'est trop développé justement. Donc voilà, on peut justement incorporer ça. Donc ça c'est une vue justement de ce qui pourrait être l'intérieur du pays, justement avec les lignes que je vous ai montrées, les projets que je vous ai montrés. Donc pour le transport évidemment de produits alimentaires de base, pour le transport de machines-outils, pour le transport de passagers, de matériel, d'hommes, etc. C'est la première étape de la plateforme économique pour le développement du bassin du Congo. Donc ça peut être lancé relativement immédiatement. Un des deuxièmes aspects qui est fondamental dans cette plateforme de développement économique, c'est justement l'électricité. Alors aujourd'hui, il faut savoir que la capacité totale de production du Congo, c'est 1900 MW. Donc 98% sont faits grâce à l'hydroélectrique en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'eau dans le bassin du Congo, comme je dis, c'est un grand fleuve. Mais malgré ça, seulement 7% de la population a accès à l'électricité. Seulement 7%. Actuellement, aujourd'hui. 7%. Donc voilà. Et il faut savoir que l'Afrique du Sud, elle, consomme 42% de l'électricité totale du continent, parce que c'est relativement beaucoup plus développé en Afrique du Sud que dans le bassin du Congo. Donc, aujourd'hui, ce qui permet de fournir simplement 7% de la population en électricité, en particulier à Kinshasa, bien sûr, la capitale, là où il y a les institutions de la présidence, c'est les deux barrages d'Inga. Donc, je vais vous montrer sur une carte où c'est. Là, vous avez la région, donc la région ouest du pays. Vous avez Kinshasa qui est ici, pour ceux qui le voient. Kinshasa est ici. Vous avez le Congo-Brazzaville ou la République du Congo qui est ici. Hein. Et vous avez toute cette zone-là. Hop, toute cette zone-là, jusqu'au port de Matadi, en fait, vous avez une série de 14 chutes d'eau. Alors, j'ai pas eu le temps d'en prendre une, mais je ne sais pas si vous avez vu les énormes chutes d'eau justement du Congo. C'est assez impressionnant. Hein. C'est vraiment, là, il y a de l'eau, mais en quantité vraiment impressionnante. J'ai pas d'image, malheureusement. Donc là, vous avez une série de 14 chutes d'eau extrêmement impressionnantes. En fait, il y a un dénivelé entre Kinshasa et Matadi. Vous avez un dénivelé à peu près 250 mètres de dénivelé. Et vous avez déjà un ensemble de barrages hydroélectriques qui est créé ici, aujourd'hui. Les barrages, les célèbres barrages d'Inga, I-N-G-A. Ici, donc il y a Inga 1 et Inga 2 qui produisent déjà 351 MW pour le premier et 1500 pour le deuxième. Donc, ce qui est extrêmement faible. Et ensuite, il y a d'autres petits barrages, parce que sur les confluents, mais j'en parlerai pas. Donc, qui produit au total, lui, quasiment 1900 MW, c'est-à-dire à peine de l'électricité pour 7% de la population. Donc, aujourd'hui est planifié le projet Inga 3, qui est également, évidemment, dans cette région-là, la
créer des réservoirs avec tout l'eau qui vient ici se jeter dans l'océan Atlantique. Et ce qui est proposé dans le plan Marshall pour l'Afrique, que l'Institut Schiller justement propose et défend dans différentes conférences, comme j'ai pu le faire dernièrement au Tchad, comme M. Cheminade a pu le faire dernièrement à Niamey. Non, je vais continuer avec des... Bon, tu peux laisser pour l'instant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs que je veux faire voir, ça donne un sens clair. Et donc là, vous avez ce qui est proposé, c'est le projet INGA 4, bon, qui pour l'instant n'est pas étudié, qui n'est pas réalisé, qui n'est même pas planifié, qui pourrait en fait produire 39 000 MW d'électricité, comparé aux 1500 et 350 déjà des deux barrages qui sont en cours. Donc rien que dans cette zone-là, on pourrait multiplier en fait, si on va, 25 fois la production d'électricité hydroélectrique. Passer d'environ 2000 MW à environ quelque chose comme 45 000, 50 000 MW. Rien qu'en construisant des barrages ici. Alors il y a déjà des plans qui ont été faits, qu'on appelle le Grand Inga, mais je ne crois pas que ça a été, pour l'instant, je ne crois pas que c'est étudié réellement. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer une image. Ça c'est déjà le barrage qui est actuellement là-bas. Et il y a d'autres projets, donc là vous avez les barrages d'Inga 1 et Inga 2. Inga 3 c'est un barrage. Et ici en fait le projet du grand barrage, vous avez ici, il y a de l'eau partout mais c'est marécageux. Donc l'idée c'est de pouvoir la collecter comme ça en créant un barrage, faire un réservoir, et pouvoir après relâcher l'eau pour pouvoir générer l'énergie électrique. Ça, c'est le projet du Grand Inga, qui est pareil, un projet, c'est le type de projet que faisait Roosevelt déjà dans les années 30. Ce n'est pas des projets qui ont besoin de grandes technologies de futur, etc. C'est des choses qui sont relativement basiques en termes d'infrastructure, mais qui peuvent répondre à des besoins immédiats. Et là-bas, les besoins sont immédiats. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose, c'est la plateforme hydroélectrique, ou disons la gestion de l'eau, en fait, pour fournir l'électricité. Donc, comme je disais, il y a un dénivelé de 250 mètres là, dans toute la partie. Je dirais que ça fait partie du plan Marshall. Pour le Congo, parce que c'est des choses qui peuvent être faites, sur lesquelles il y a déjà des études, c'est des choses qui n'ont pas vraiment besoin d'investissement très très lourd quelque part immédiat, et donc qui peuvent répondre justement à ces besoins. Donc ça c'est la deuxième chose. Donc vous avez le système de transport ferroviaire, le système justement de production d'électricité, même si évidemment à l'avenir le nucléaire sera plus qu'envisageable et plus que souhaitable évidemment pour ces régions-là. Donc maintenant, tout à fait. Oui. D'accord, mais ça on y reviendra à la fin parce que je sais que, vu la propagande française, là les gens sont un peu tendus sur le nucléaire, mais on y reviendra. Donc, la troisième justement plateforme qu'il faut évidemment mettre en place très rapidement, c'est justement les autoroutes maritimes. C'est-à-dire aménager le bassin du Congo, puisque le fleuve, comme je le disais, le fleuve en lui-même, c'est 4370 km. Le fleuve, Congo. 4370 km. Voilà. Et l'idée justement c'est de mettre en place tout un système d'aqueduc, disons de route de l'eau, on pourrait dire. Attendez. Ça, je vous montre également les photos. Voilà, donc ça c'est l'aménagement d'aqueduc autour de la région justement de Kinshasa, Matadi, là où on a fait les barrages, dans toute cette région-là, pour fournir tout simplement les villes qui sont côtières, Pointe-Noire, vous avez ici Pointe-Noire, Cabinda,
Oui, il n'y a pas d'eau dans ces villes, c'est vers le Congo, c'est pas. C'est vert, Sahel, mais disons là, l'idée c'est d'aménager l'eau, si vous voulez, pour que les gens aient vraiment quelque chose de moderne. Si vous voulez. L'idée c'est pas simplement d'avoir de l'eau. De l'eau en Afrique, il y en a partout. En fait, si vous regardez bon, à part le Sahara, de l'eau, il y en a partout. Donc la question c'est pas simplement d'avoir de l'eau, c'est comment on a accès à l'eau, comment elle est potable, etc. Voilà, c'est se développer, quoi. À un moment donné, en France aussi, on avait de l'eau, il a fallu quand même mettre en place des systèmes d'aménagement de l'eau et un système de distribution, tout simplement. Hein. C'est pas plus compliqué. Donc ça, c'est juste simplement le type de projets qui ont été prévus sur la zone, justement, dont on parlait tout à l'heure, avec les barrages de Nivelles qui sont ici. Et si on regarde un peu plus élargi, pour l'Afrique centrale dans son ensemble, bon, tu peux laisser. Hein. Voilà. Là, vous avez une carte un peu plus élargie. C'est-à-dire que ça, c'est le type d'autoroute maritime qu'on pourrait faire. Donc, vous avez ici donc, le fameux projet Transaqua, qui est un canal, justement, un nouveau canal qui serait créé à partir justement de toutes les eaux qui sont justement aménagées ici. Et une autre partie du projet Transaqua. Alors, il y a plusieurs études, hein. Il y a encore des choses qu'on pourrait faire ici. Le lac Tchad, qui est ici, hein, pourrait être alimenté par ce biais-là, par les deux, enfin bon. C'est simplement des autoroutes maritimes. Et ensuite, après l'aménagement, justement, tout le système de gestion de l'eau qui serait installé dans le Congo, on pourrait justement aménager ces autoroutes maritimes, également vers l'Angola, la Namibie, évidemment l'Afrique du Sud, qui est extrêmement bien aujourd'hui quand même organisée au niveau de la gestion de l'eau, plus ou moins. C'est beaucoup critiqué parce que ça déplace les écosystèmes, c'est pas bien. Mais voilà, donc à partir de ce projet de chemin de fer, à partir de cette plateforme de génération, de production d'électricité, cette plateforme d'aménagement d'un système d'eau potable, on pourrait déjà conceptualiser, je dirais, un élargissement en fait au reste de l'Afrique. Vers le lac Tchad, évidemment, le projet Transaqua, et évidemment après plus vers le sud et vers la Zambie et le Mozambique de ce côté-là. Ça peut vous donner une vision un peu plus élargie. Et j'avais, je crois, voilà, donc ça c'est une vue peut-être un peu plus grande. C'est la vue de la côte ouest. Donc là, vous avez le lac Wengo ici, là ça va jusqu'en Afrique du Sud. Ça, ce serait le système d'autoroute maritime, une sorte de vallée du Rhône africain, un canal Senesco angolais. Voilà. Alors c'est vrai que j'espère que les gens arrivent à l'imaginer, hein, parce que les proportions ne sont pas les mêmes dans le monde réel. Hein. C'est-à-dire que là, ça paraît très large. Hein, mais, si vous regardez la vallée du Rhône, le canal du nord de la France, ou même le canal de l'Ourcq, ici à Paris, qui vient de Seine-Saint-Denis, ça ne prend pas des proportions extraordinaires sur toute la France. Donc ça, c'est justement l'extension vers le sud. Vers le sud et vers le nord, vers le lac Tchad. Donc c'est quand même une autoroute maritime, également pour le transport de marchandises, évidemment, etc., pour le transport d'idées, pour le transport d'individus, développement, comme ça s'est fait en Europe à une certaine époque, tout simplement. Donc le projet, c'est justement 4000 km justement, de voies navigables autour de ces grands projets vers le sud et vers le nord. Et je crois qu'il y a une autre petite... Ça c'est vers le nord, si vous voyez. Donc ça c'est vers le nord, vers le lac Tchad. Donc c'est pareil, c'est le projet Transaqua, justement, vu de haut. Et ça, alors une autre extension, je vais justement, c'est là où je vais en venir, changer la rotation. Donc ça, donc on a le bassin du Congo ici, hein, qui est là. Là vous avez donc le projet Transaqua, jusqu'au lac Tchad. Ici, hop, le développement d'un autoroute maritime au cœur de la Centrafrique. Voilà. Et son extension, là, vers le Soudan, ici, et la vallée du Nil, qui est ici, qui remonte jusqu'en haut. C'est passionnant parce qu'en fait, là, ça paraît gérable, hein, mais si vous
quand vous voyez l'Afrique, parce qu'on voit la France est petit par rapport à l'Afrique, vous imaginez le travail, c'est assez impressionnant, ça donne le vertige. Excuse. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Moi j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est la chance, parce que ce que j'ai vu là-bas est horrible, mais j'ai eu la chance d'aller en Éthiopie et de survoler toute cette région justement pour aller à N'Djamena, au sud du lac Tchad. Et vous voyez toute cette région-là, en fait vous survolez de l'eau sur 1300 km, il y a de l'eau partout. Vraiment, c'est impressionnant. C'est pas aménagé, donc c'est marécageux, c'est pour ça que le projet Transaqua permettrait de canaliser les marécages, les moustiques qui disparaîtraient, il y a pas d'avantage extraordinaire en fait à ça, plus le développement de zones agro-industrielles, comme je vais vous expliquer après. Donc vous avez comme ça, c'est une densification de la biosphère quelque part qui est organisée par la pensée, qui justement permet un développement en plus de la biosphère sans précédent. Comme par exemple ici, où la biosphère est en train de disparaître, l'écosystème est en train de disparaître, autour du lac Tchad. Alors le lac Tchad est une zone protégée aujourd'hui par les Occidentaux, puisqu'on veut que les gens meurent dans la dignité, comme on dit chez nous. Donc ce projet-là aujourd'hui n'est pas fait, et on protège une zone où les poissons sont en train de disparaître, les animaux évidemment sont en train de disparaître, et 30 millions de gens vivent là. 30 millions de personnes vivent ici et sont condamnées à disparaître. 30 millions de personnes. Voilà, ceux qui ont la notion des chiffres. S'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que... Justement, j'y viens, c'est la deuxième partie de l'exposé. Tu mesures 2 fois la surface de la France avec des nappes phréatiques ahurissantes. Bah, on y vient. Déjà là, on voit l'extension à partir du bassin du Congo, et, pour relier le système du bassin du Nil. Alors, où on le pêche, donc ça c'est la chose. Donc voilà, voilà pour le bassin du Congo. Donc ça c'était pour vous donner déjà une sorte d'idée du plan Marshall au niveau local, on pourrait dire, même si c'est déjà assez impressionnant et vertigineux si on y regarde, mais qui oblige notre esprit en fait à penser dans le temps long, qui oblige notre esprit à se reconnecter à un processus de travail, de création, d'objectifs, et pas une volonté de jouer la paix en Afrique. Donc je vais à un concert de Manu Chao, je donne 30 francs à une association et puis je vais voir la paix. J'exagère, mais beaucoup des jeunes de ma génération, malheureusement, pensent comme ça. Et je dois dire que moi-même, il fut un temps où je pensais comme ça. Bref. Voilà. Je vous remonte simplement cette chose-là, qui sera réalisée un jour, ça j'en suis sûr. Ça pourrait être aussi le pont entre la Sicile et l'Italie. Là, ça fait 3 km. 3 km 2 le pont sur eau et 4 km en tout. Donc, comme je disais, bon, ça fait que ça. Ça fait que 4 km. Parce que ça donne l'impression d'être infiniment plus grand. Là, j'aurais pas la perspective, oui, peut-être. Non, non, ça fait 4 km en tout. Bon, alors on peut marcher à pied. Voilà, on peut marcher à pied, on peut passer d'un pays à un autre comme ça, en métro, tout simplement. Et il y a des pistes cyclables qui sont prévues pour les écologies. Et les sportifs, moi j'aime le sport aussi. L'éléphant, ouais, non, c'est quand même. L'éléphant, il peut passer par la rivière, ce sera mieux.